Rebonjour à tous. Nous allons commencer la deuxième conférence de ces rencontres et la conférence finale qui sera consacrée au leadership dans un monde en transition complexe et incertain. Alors l'incertitude, ce n'est pas un phénomène nouveau dans nos organisations, dans nos modes de fonctionnement et même dans nos vies. Ce qui est peut-être nouveau depuis quelques années, c'est l'intensité et la fréquence des événements qui viennent perturber nos modes de fonctionnement courants. Même assez banal de dire qu'aujourd'hui, nous vivons, s'est installé un monde en transition complexe et incertain. Mais cet environnement bouscule aussi les modèles un peu traditionnels de leadership, ou portés éventuellement par une personnalité charismatique qui montrerait par sa vision vers où il faut aller en attendant que les troupes le suivent. Donc la montée de l'incertain re-questionne les modèles de leadership et par extension, comment peut-on continuer à développer une implication, une mobilisation du personnel à travers le leadership en sécurité. Et on sait que c'est un élément fondamental quand on veut développer une culture de sécurité. C'est à ces questions que nous avons convoqué, et je suis très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui trois personnalités que je vais inviter à nous rejoindre dans la salle. D'abord Olivier Sibony, professeur à HEC, spécialiste de la décision stratégique. Nous aurons aussi, bienvenue Olivier, nous aurons aussi au cours de cette conférence Patrice Tison, directeur général adjoint en charge des ressources humaines d'Air France. Bienvenue Patrice. Et puis Jean Pariès, directeur sécurité de l'ICSI et de la fondation de recherche FONCSI. Avant de laisser la parole à nos invités, je vous propose de participer à une nouvelle question interactive. Vous connaissez tous maintenant comment ça fonctionne. Vous avez tous votre application prête à dégainer dans votre poche, sur votre portable. Et la question que l'on vous propose maintenant, c'est en un mot, qu'évoque pour vous le leadership dans l'incertain. Un mot, mais vous pouvez en donner plusieurs, mais un à la fois, et on aura un nuage de points qui apparaîtra tout à l'heure à l'issue de la prochaine petite pause, séquence. Merci de participer. Vous avez le temps tranquillement de répondre, le temps que nous initions cette table ronde. Alors, pour la première question, je me tourne vers Olivier Sibony. Olivier Sibony, vous êtes professeur en stratégie, vous êtes auteur dernièrement de best-seller Noise avec Kahneman. Vous vous intéressez aux questions de management et de leadership, mais aussi à nos modes de fonctionnement dans l'incertain. Et c'est justement la question que je souhaiterais vous poser pour initier. Comment on lit ces deux notions, incertain et leadership? Quelles sont vos propositions pour aborder ce sujet? On va voir ce que vous pensez de l'incertitude quand on va voir vos réponses dans le nuage de points, mais en général, quand on parle aux gens d'incertitude, ce n'est pas une bonne nouvelle. En général, quand on leur parle d'incertitude, ils voient plutôt ça comme un problème. Et ce que moi j'essaye de faire avec les gens avec qui je parle de leadership et d'incertitude, pas du tout dans le monde de la sécurité, enfin pas seulement dans le monde de la sécurité, donc je vais sûrement dire des choses qui vous paraissent très décalées, mais c'est qu'en fait, il faut essayer de regarder l'incertitude à la fois avec plus de réalisme et avec plus d'optimisme. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? D'abord plus de réalisme parce que l'incertitude, quoi qu'on en dise, on a une grande tendance à la minimiser et à la nier. Alors bien sûr, quand on est dans les conférences, on dit « Ah, le monde est VUCA, il est volatile, il est incertain, il est complexe, il est ambigu, il n'y a jamais eu autant d'ambiguïté. » Vous le disiez, c'est une tarte à la crème. Toutes les conférences commencent comme ça, toutes. Et alors ensuite, on rentre chez soi et on dit « Bon, maintenant, on va faire le budget. » Mais c'est curieux parce que le budget, c'est la négation de l'incertitude. Le budget, c'est un scénario. Là, vous êtes tous, là, en ce moment, on est en novembre-décembre, vous êtes tous en train de faire votre budget. Et l'exercice du budget, ça revient à dire qu'on sait exactement ce qui va se passer l'année prochaine. Et puis alors ensuite, on va fixer les objectifs. Et par définition, quand vous fixez un objectif à quelqu'un, ça suppose que vous savez dans quel environnement cet objectif doit être atteint. Si vous dites à vos directeurs commerciaux
on veut qu'il y ait tant de passagers dans les avions, vous supposez que les avions vont voler, qu'ils ne vont pas être cloués au sol par une pandémie ou par une guerre ou par quelque chose comme ça. Donc en fait, on suppose qu'il n'y a pas d'incertitude. En fait, tous nos modes de management les plus basiques auxquels on ne réfléchit même pas, les plans, les budgets, les objectifs, etc., tout ça repose sur la négation de l'incertitude. Et alors ensuite, on va dans les conférences et on dit « Ah, on vit dans un monde incertain ». Mais on se comporte exactement comme si le monde n'était pas incertain. Pourquoi ? Au fond, pourquoi ? En fait, c'est là que ce que moi j'étudie avec mes co-auteurs dont parlait Yvan nous renseigne un petit peu. C'est parce qu'il y a des raisons psychologiques profondes pour lesquelles l'incertitude est à la fois très désagréable et très facile à nier. Et quand quelque chose est très désagréable et qu'on peut le nier, c'est très tentant de le nier. Et donc, c'est ce qu'on fait. Alors, je vous explique. Pourquoi est-ce que c'est très désagréable ? Vous le sentez bien, on verra encore une fois les mots que vous mettez. Moi, il y a une expérience qui, à chaque fois que je la relis, me paraît absolument extraordinaire. Je vous la raconte en simplifiant un peu. L'expérience est la suivante. On vous propose un bon d'achat qui vous permet d'avoir 50 € dans le supermarché à côté de chez vous, et on vous demande combien vous êtes prêt à payer pour le bon d'achat de 50 €. Alors vous dites, évidemment, je ne suis pas prêt à payer 50 €, parce que c'est pas aussi bien que du cash, je ne suis pas sûr d'avoir besoin de quelque chose dans le supermarché, mais enfin, ça vaut quelque chose. En moyenne, les gens à qui on propose un bon d'achat de 50 €, ils répondent 26 €. Je regardais mes notes, 26 € pour un bon d'achat de 50 €. Bon, très bien. Ensuite, il y a d'autres gens à qui on propose un bon d'achat de 100 €. On leur demande combien ils sont prêts à payer pour le bon d'achat de 100 €. Même raisonnement, ils répondent en moyenne 46 €. 45 €. Donc on a des gens qui disent un bon d'achat à 50, ça vaut 26, un bon d'achat à 100, ça vaut 45. Tout ça est assez cohérent. Ensuite, vous prenez une autre population et vous leur dites, on va vous proposer un billet de loterie qui est sûr d'être gagnant, mais on ne sait pas encore s'il gagne un bon d'achat de 50 € ou un bon d'achat de 100 €. Donc il y a une chance sur deux qui gagne un bon d'achat de 50 € et une chance sur deux qui gagne un bon d'achat de 100 €. La valeur logique de ce billet de loterie, c'est 50% de 26 plus 50% de 45. Donc on devrait être quelque part entre 26 et 45, à peu près au milieu. Et bien en fait, quand vous faites l'expérience, combien les gens sont prêts à payer pour ce billet de loterie-là ? Ils sont prêts à payer 16 €. Parce que dès que vous avez rajouté de l'incertitude dans l'équation, vous avez rendu une quantité connue incertaine, et le simple fait d'introduire une... C'est même pas une incertitude, c'est un risque en l'occurrence, c'est un risque mesurable, quantifié, etc. Le simple fait d'introduire une ambiguïté, un risque, une incertitude, tout de suite ça vaut beaucoup moins. Donc, vous avez plein d'expériences comme ça qui vous montrent que psychologiquement, on a un degré d'aversion à l'ambiguïté en termes économiques ou d'aversion à l'incertitude, pour le dire simplement, qui est beaucoup plus élevé qu'on ne le pense et qui est objectivement irrationnel. Cette expérience viole toutes les règles de rationalité de base. Ce n'est pas logique du tout. C'est pas, un agent économique rationnel ne devrait pas dire ça. Mais on n'est pas, pour plein de manières, pour plein de raisons, pour plein de biais dont vous avez entendu parler, on n'est pas des agents économiques rationnels. Et une de ces manifestations, un de ces biais, c'est l'aversion à l'incertitude. Dès qu'il y a une incertitude, on est très malheureux. Ça, c'est la première partie de l'équation. L'autre partie de l'équation, c'est que, heureusement, c'est très facile de se mettre la tête dans le sable et de prétendre qu'il n'y a pas d'incertitude. Comment on fait ? C'est très facile, il suffit d'être surconfiant, c'est-à-dire d'avoir un excès de confiance dans notre capacité à prévoir l'avenir, à dissiper l'incertitude, à tracer le chemin, etc. D'ailleurs, ces grands leaders charismatiques dont vous nous parliez, et qu'on admire tellement pour leur leadership, qu'est-ce qu'on admire chez Elon Musk, chez le regretté Steve Jobs, chez tous ces leaders dont on célèbre la vision? Justement, c'est la vision. C'est que eux savent où ils vont. Ils savent où nous allons. Ils connaissent l'avenir. Là où nous, simples mortels, nous sommes dans l'incertitude, eux, ils savent, ils ont une vision. Alors bien sûr, quand je le dis comme ça, vous sentez que je suis un tout petit peu sceptique. Vous l'avez senti, mon scepticisme. Mais en réalité, c'est ça qu'on admire souvent chez les dirigeants. On attend de nos dirigeants qu'ils dissipent l'incertitude. On attend d'eux qu'ils disent « Ah ouais, on est dans le brouillard, dis-nous où on va ». Et la plupart des dirigeants sont très heureux de dire « Je vais vous le dire, on va vous dire où on va, parce que moi je sais ». Alors, la bonne nouvelle, c'est que de temps en temps, ils réussissent, et donc on dit c'est super. Elon Musk, il avait vu qu'il y avait une opportunité d'envoyer des fusées avec une entreprise privée. Personne n'y croyait, mais lui, il a senti. Il avait vu qu'il y avait une opportunité pour des voitures électriques haut de gamme. Personne n'y croyait, mais lui, il a vu, donc il a une vraie vision. Et puis, il y a tous ceux qui se plantent,
dont la vision était complètement fausse. Ils n'y croyaient pas moins, hein, mais eux, évidemment, on n'en entend jamais parler. C'est ce qu'on appelle le biais du survivant, que vous connaissez bien. Donc, quand on ne regarde que les visionnaires, on pense que la vision permet de dissiper l'incertitude, et les visionnaires eux-mêmes croient très fort à leur vision. Mais évidemment, on oublie que les gens qui croient pouvoir dissiper l'incertitude, en fait, ne font rien d'autre que prendre des paris. Et qu'un pari, par définition, ça ne gagne pas à tous les coups. Alors bien sûr, 100% des gagnants ont tenté leur chance, comme la Française des Jeux vous le rappelez il y a quelques années, mais ça ne veut pas dire que 100% des gens qui tentent leur chance ont un billet gagnant. Des tas de gens qui croient pouvoir dissiper l'incertitude n'y arrivent pas, simplement, eux l'oublient au moment où ils espèrent le faire, et nous, on l'oublie quand on ne regarde que les gagnants. Donc, l'incertitude est très désagréable, elle est très facile à nier, et comme c'est très désagréable et que c'est très facile à nier, on a une grande tendance dans nos organisations à tout faire comme s'il n'y avait pas d'incertitude. Et d'ailleurs, j'imagine qu'une grande partie de ce qu'on vous demande à vous, c'est de réduire l'incertitude. Dans toutes les présentations que je vois où il y a le mot risque, généralement, immédiatement sur la colonne un tout petit peu plus à droite, il y a « et qu'est-ce qu'on va faire pour éliminer le risque ?» Mitigating actions ou action plan pour éliminer le risque. Le risque est un truc à éliminer. L'incertitude est quelque chose qu'il faut détruire. Dès qu'on en parle, c'est pour nier son existence ou pour prétendre contre l'évidence que par quelques actions simples qu'on peut résumer sur un PowerPoint, on va la faire disparaître. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? À mon humble avis, on peut essayer déjà de changer d'attitude et de reconnaître que l'incertitude existe et que essayer de se mettre la tête dans le sable et de prétendre qu'il n'y en a pas n'est pas une bonne chose. Que nier la réalité n'est généralement pas une bonne attitude et qu'en particulier nier la réalité de l'incertitude quand on est dans un monde où l'incertitude, comme on le répète à juste titre, est réelle et croissante, n'est pas une bonne solution. Quelle est l'alternative ? L'alternative, c'est un truc absolument bouleversant, révolutionnaire, inouï et sans précédent, qui consiste pour un dirigeant à dire de temps en temps « je ne sais pas ». Alors ça, c'est rare, un dirigeant qui dit « je ne sais pas ». Mais en fait, dans les rares cas où vous le voyez, vous apercevez que c'est extraordinairement puissant et libérateur. Alors il ne faut pas dire « je ne sais pas quelles sont nos valeurs, je ne sais pas quels sont nos principes auxquels on tient, je ne sais pas comment je m'appelle ». Non, il y a des choses qu'on sait. Mais quand on est, par exemple, au début d'une pandémie et qu'on vous demande quand est-ce qu'on va rouvrir les bureaux, je ne sais pas serait une très bonne réponse. Plutôt que dans 3 mois, on sera de retour au bureau, je vous le promets, comme la plupart des gens ont dit à ce moment-là, comme la plupart des dirigeants politiques d'ailleurs ont dit à ce moment-là, pour être, comme vous l'avez vu, ensuite démenti par les faits. Au fond, c'est beaucoup plus rationnel de dire « je ne sais pas » et ensuite de dire comment est-ce qu'on va faire pour piloter cette incertitude. Je prends l'exemple des dirigeants politiques qui, eux, ont fait ça bien, ou je devrais dire, elles ont fait ça bien, parce qu'il se trouve que c'est souvent des femmes. Prenez Angela Merkel, qui au début de la pandémie de Covid disait « écoutez, on ne sait pas quand est-ce qu'on va... » Au même moment où nos dirigeants ici disaient « dans 6 semaines, ça sera fini, j'annonce la date de la fin du confinement pour ensuite devoir la repousser de semaine en semaine », Angela Merkel, elle disait nous, on va suivre un truc qui s'appelle le R, le taux de reproduction du virus, et s'il est à 1,1, on rouvrira plus tard, s'il est à 1,3, on fermera plus vite, s'il est à 0,9. Donc on va piloter en fonction d'indicateurs dans l'incertitude. Un autre exemple tout à fait frappant, c'est une des gouverneurs qui a le mieux géré l'épidémie aux États-Unis, puisque chaque État l'a géré à sa manière, donc nous on regarde les États-Unis comme un ensemble, mais en fait les différences d'État à État sont très frappantes. Une des gouverneurs qui a le mieux géré l'épidémie, c'est Gina Raimondo, la gouverneure du Rhode Island, qui était un des premiers États touchés. Et Gina Raimondo disait, je la cite de mémoire, « Je vais faire des bêtises parce qu'on est dans une situation de grande incertitude. Je vais forcément faire des erreurs parce que le choix dans une situation de grande incertitude est entre une mauvaise décision et une moins mauvaise décision. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que quand je m'apercevrai que j'ai fait une erreur, je changerai vite et sans hésiter, en tenant compte de la réalité, et que je reconnaîtrai mes erreurs. Et la chose la plus difficile pour nous, les dirigeants, ajoutait-elle, c'est d'être prêt à reconnaître qu'on n'a pas pris la bonne direction et qu'il faut changer. C'est intéressant ce qu'elle vous dit là, parce que pourquoi c'est difficile de reconnaître qu'on n'est pas sur le bon chemin ? Parce qu'on a prétendu qu'on savait. Quand on admet qu'on est dans l'incertitude, quand on admet qu'on va piloter en fonction de la situation au fur et à mesure qu'elle évolue, on se laisse ouverte la possibilité de changer d'avis. Et en plus, on fait une chose, et donc on évite de perdre la face quand la situation va vous forcer à changer d'avis. Et on évite de
résister inutilement au besoin de changer d'avis quand votre stratégie s'avère être la mauvaise. Mais surtout, et je terminerai là-dessus, on fait une chose qui est tout à fait mobilisatrice et tout à fait excitante pour vos équipes. On les implique dans la conduite de la stratégie dans l'incertitude. Parce que le chef vers lequel on se tourne et à qui on demande « Chef, dis-nous où on doit aller » et qui dit « Je sais, je vois, j'ai une vision, je sais où on va aller », ça rassure pendant un temps. Mais ça ne motive pas beaucoup, ça n'implique pas beaucoup. Le chef qui dit « On est dans l'incertitude, j'ai besoin de vous. » Parce que dans cette incertitude, il y a des signaux faibles que vous voyez et que je ne vois pas. Il y a des insights que vous avez et que je n'ai pas. Il y a une proximité du terrain que vous avez et que je n'ai pas. Il y a des modes de décision qu'on a besoin d'avoir tous ensemble et qu'on n'a pas eu d'habitude. Ça va élever le niveau de vos équipes, ça va les faire contribuer à des décisions stratégiques, ça va les motiver et ça va leur faire prendre conscience qu'ils ont un rôle à jouer eux aussi dans la conduite de l'incertitude et que gérer l'incertitude, ce n'est pas seulement un métier qui se fait top-down, du dirigeant vers les troupes, du visionnaire vers ceux, les pauvres qui n'ont pas de vision, c'est quelque chose qui se fait tous ensemble. Donc, ce que je vous invite ce que j'invite les dirigeants en général, et vous en particulier, à essayer de faire, c'est au fond assez simple. C'est d'abord, je le résume, ne pas nier l'incertitude, la reconnaître, ne pas se laisser enfermer dans des choix quand on est dans l'incertitude, alors que très souvent, on peut être beaucoup plus flexible qu'on ne le pense et piloter dans l'incertitude en admettant l'incertitude. Pour ça, il faut simplement admettre l'incertitude. Et enfin et surtout, impliquer vos équipes dans la conduite de la décision autour de l'incertitude, de manière non seulement à les motiver et à leur faire comprendre que vous avez besoin d'eux, mais en plus, parce que vos équipes sont bonnes, prendre des meilleures décisions dans l'incertitude et essayer de piloter un petit peu mieux dans ce monde qui, c'est vrai, est très incertain et très compliqué. Voilà les quelques idées que je voulais partager avec vous en introduction, mais qui vont être rendues beaucoup plus concrètes par les gens qui sont avec moi ici et qui, eux, la pilotent vraiment, l'incertitude. Merci Olivier. Peut-être c'est... Merci. L'occasion de regarder ensemble les résultats du nuage de points et de vos sondages avec des mots qui viennent fortement, résilience, adaptabilité, donc on se rend bien compte ces notions qui introduisent un peu des notions d'élastique, éventuellement une piste aussi pour changer de voie au milieu du chemin et s'adapter en fonction de ce que l'incertitude nous fait subir. La confiance, sans doute la confiance envers les autres aussi, qui vient d'être énoncée, une vision plus distribuée, plus collaborative du leadership, l'agilité, l'écoute, l'anticipation, les décisions. Bon, pas mal de sujets qui viennent d'être introduits par Olivier et que peut-être Patrice Tison, vous allez prolonger. Alors, Patrice, vous êtes directeur général adjoint en charge des ressources humaines d'Air France. J'oserais dire que depuis quelques années, depuis le Covid, Air France est presque un cas d'école en matière d'incertitude. Est-ce que vous pourriez partager avec nous les impacts de la crise qui ont été divers, je crois, dans l'entreprise et surtout comment vous avez réagi au niveau du modèle managérial et du style de leadership que vous vouliez promouvoir pour vous adapter justement à ce contexte? Merci Maki. On va faire un coup parce qu'on est amené finalement à intervenir dans des séminaires sur l'incertitude, Air France et notre intervenant. Oui, on considère que ce qui s'est passé pour l'aérien est probablement la pire crise que le transport aérien ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale. On avait déjà connu des crises avec le 11 septembre, avec le volcan. Mais là, sincèrement, c'était la crise la pire qu'on ait jamais rencontrée. Juste pour vous donner quelques notions, on a commencé l'année 2020 en Air France, il y a 40 000 salariés. On avait dit on recrutera 1500 salariés cette année. Quelques semaines après, on s'est arrêté totalement pendant 3 mois. L'exercice deuxième trimestre 2020, on a fait 0 opération, quelques vols de rapatriement de ressortissants, mais plus aucune opération. 2021, c'est moins 60% d'activité. 2022, moins 40%. Voilà, ça a été la pire crise qu'on ait jamais connue. Et puis une incertitude permanente, c'est-à-dire que au-delà des problématiques sanitaires qu'on pouvait rencontrer en France, il n'y a pas eu un jour où il n'y a pas eu une modification de la règle. Chaque État décidait de quel vol pouvait partir, avec quelles conditions, est-ce qu'il pouvait aller, est-ce qu'il pouvait revenir, est-ce qu'il fallait un test, est-ce qu'il fallait un vaccin. Voilà, ça a été vraiment
je dirais, 2 années terribles, et en même temps assez extraordinaires au sens où on suit régulièrement ce qu'on appelle l'EPS, qui est l'Employee Promoter Score. Il y a eu une très forte mobilisation du corps social, parce que dès le départ, on a posé un certain nombre de principes. On a dit, on ne va pas mettre à plat les contrats sociaux. 2, on va essayer de procéder au redimensionnement de l'entreprise sans aller sur des licenciements. Et 3, on travaillera de concert de façon extrêmement proche avec les instances de représentation du personnel. Et c'est vraiment la règle qu'on s'est fixée. On voyait quasiment le CSE et les syndicats presque toutes les semaines pour travailler sur comment on s'adapte, comment on évolue. Et ça a été une période extrêmement intense, très difficile. En matière de sécurité, comment on s'est adapté. La première problématique qu'on a eue, c'est comment on maintient la relation avec nos collaborateurs. Quand on a pratiqué de l'activité partielle à très haute dose, voilà, avec des niveaux d'activité partielle extrêmement conséquents. Moi, j'ai été très souvent au travail. Pendant quasiment 1 an, il n'y a eu personne sur la plateforme de Roissy. Ce qui était encore un peu plus inquiétant, c'est quand mi-21, on a commencé à avoir du monde sur les routes, il n'y avait toujours personne à l'aéroport. Donc ça a été très compliqué. Et le premier objectif qu'on a fixé aux managers, c'est maintenir le lien quotidien avec les collaborateurs, éviter en matière de sécurité les RPS. Et donc on a beaucoup travaillé sur ce qui était des visios, très régulièrement des visios avec les collaborateurs, des vidéos des dirigeants pour expliquer où on en était, essayer de dire où on voyait les choses arriver. Voilà. C'était vraiment, durant la crise, la mobilisation des managers autour de comment je maintiens le lien au quotidien. Le deuxième item, c'est qu'on savait qu'on devait redimensionner l'entreprise. Donc on a travaillé sur un plan de transformation qui a conduit à plus de 6000 départs en moins de 12 mois. C'était un peu traumatisant, mais toujours sur la base de volontariat. C'était l'équation qu'on avait posée. Et on a beaucoup travaillé sur la redéfinition de notre modèle de leadership. On a considéré que si on voulait transformer l'entreprise, il fallait aussi qu'on travaille en profondeur. On avait un modèle de leadership qu'on appelait le papillon. Il avait une forme de papillon qui était assez ancien. Et on a beaucoup travaillé dessus. Alors, je dirais un peu dans un esprit différent de ce qu'on avait fait jusqu'alors. Quelque chose de beaucoup plus collaboratif et qui a beaucoup intégré une démarche qu'on avait initiée, qui est ce qu'on appelle la safety attitude. Chez Air France, en matière de sécurité, on différencie 2 choses. La sécurité du travail, que l'industrie connaît, et la sécurité des vols. La sécurité des vols, c'est le fait d'assurer que le transport de passagers respecte les normes en matière de sécurité. Donc on a beaucoup travaillé sur notre leadership model autour de ces questions de sécurité. Donc, première chose, on a redéfini les 4 valeurs que je vous donne parce que je pense qu'elles sont très importantes pour nous et elles s'appliquent vraiment en matière de sécurité. Les 4 valeurs sont Pardon, excusez-moi, je les retrouve. Ups, je ne les connais pas par cœur, vous voyez. Ups, voilà. L'exemplarité, l'ouverture, l'exigence et l'esprit collectif. C'est vraiment 4 valeurs qui fondent derrière les différents items qu'on a dans notre leadership. Et elles sont importantes. Ce modèle de leadership, on l'a retravaillé aussi pour qu'il soit décliné niveau par niveau. Ce n'est pas la même chose quand on est dans un COMEX que quand on est un agent de maîtrise. Et on a vraiment travaillé autour de ça et autour de ce qu'on appelle les compétences. Comme beaucoup d'entreprises, on avait pas mal travaillé sur ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences, le savoir communiquer. Et on s'est rendu compte que les compétences qu'on appelle le hard skills, c'est-à-dire les compétences de métier, finalement, beaucoup de managers à travers le temps ne les avaient pas. Notamment toutes les compétences en sécurité des vols et en sécurité du travail. Et donc, on a refixé un programme durant la période de crise où tous les managers devaient passer sur 4 compétences de base de type la connaissance de l'économie, la connaissance des règles de sécurité. Ça a vraiment été quelque chose d'important. Voilà ce qu'on a fait très rapidement. Merci Patrice pour ce témoignage. On vous propose, comme la première avait bien marché, et comme celle de la première conférence aussi, une nouvelle question interactive reprenant les 7 principes du leadership en sécurité, alors que peut-être date un peu, hein, et justement on vous demande de nous indiquer dans ces périodes où l'incertain est de plus en plus présent, est-ce qu'il y a certains de ces principes qui vous paraissent encore plus importants? Votez s'il vous plaît. Alors,
un vote pour un des sujets. Et si aucune de ces 7 propositions vous convient, vous pouvez voter sur la 8e qui est autre. Et on analysera également vos résultats tout à l'heure. Alors, Jean Pariès, vous êtes spécialiste de sécurité, mais aussi de la dimension organisationnelle systémique de la sécurité, des systèmes complexes et de résilience. On parle beaucoup de leadership et d'incertain, et la sécurité dans tout ça. Je crois que vous avez participé, vous avez co-animé au sein de l'ICSI un groupe de travail qui a réuni beaucoup de nos membres autour justement de cette question du leadership dans l'incertain. Qu'est-ce qui en est ressorti? Est-ce qu'il y a des réflexions collectives intéressantes qui en sont ressorties? Je ne sais pas si mon micro marche, oui. Oui, d'accord. Effectivement, j'ai animé un groupe de travail qui réfléchissait aux impacts de la Covid-19 sur la gestion de la sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé dans les entreprises à partir de cette pandémie sur la façon dont on gérait la sécurité? Et c'était très intéressant parce que finalement, on confrontait la gestion de la sécurité à une surprise assez fondamentale, ce qu'on appelle un signe noir. Tout à coup, tout était différent, et à une cascade d'incertitudes. On ne savait plus rien, on ne savait plus prévoir, ce qui a été dit déjà. Et on pourrait dire, finalement, c'est leur métier aux experts sécurité de gérer l'incertitude. Ils sont payés pour ça, ils doivent être excellents. Où est le problème? Et on a vu des problèmes au sens de limite des capacités de la gestion classique de la sécurité à se comporter, à gérer correctement une crise comme ça. Et il y a au moins 2 limites que je vais rapidement évoquer. La première, elle est liée, et je vais presque reprendre ce qu'a dit Olivier Sibony, à une vision extrêmement linéaire de la notion d'incertitude qui est inscrite dans le modèle de sécurité actuel. On a une vision extrêmement simple où il y a des menaces qui risquent de provoquer des accidents, et pour éviter ça, sur la trajectoire qui est très linéaire, on met une barrière, une défense, etc. Et on peut même calculer la probabilité et la probabilité, c'est l'éradication de l'incertitude. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a quantifié l'incertitude, on peut ajouter, soustraire, multiplier, faire tout ce qu'on veut, et on maîtrise fondamentalement l'incertitude. Mais alors des barrières, des remparts, l'histoire de France en a un exemple célèbre, qui est la ligne Maginot. Voilà. Et on sait depuis que la ligne Maginot, que les remparts, ça n'arrête pas l'ennemi. Ça le contraint à contourner, ça lui complique la vie peut-être, mais ça ne l'arrête pas. Donc il reste cette question, qu'est-ce qu'on fait quand l'ennemi passe à côté? Et c'est un peu la question qu'on a essayé de se poser dans la réflexion du groupe de travail. Finalement, on s'est demandé qu'est-ce qu'on a réussi à faire quand on ne savait pas quoi faire? Qu'est-ce qui nous a permis de faire des choses quand on ne comprenait plus rien, quand on n'était pas du tout préparé? Qu'est-ce qui nous a préparé à ne pas l'être, qu'on l'ait voulu ou non? Voilà, ça a été la première question, et ça renvoie effectivement à cette fameuse notion très populaire aujourd'hui de résilience. Et on a vu des choses intéressantes, et en particulier la nécessité du partage de valeurs de haut niveau, la nécessité de la solidarité, la nécessité de la coopération, et pas du tout du génie supérieur qui dit « moi je comprends et je vais vous dire quoi faire ». Voilà. Donc ça, c'est la première limite du modèle classique confronté à ces surprises fondamentales. La deuxième limite, je dirais que c'est toujours inscrite dans la vision classique de la gestion de la sécurité, une vision isolationniste de la sécurité. Elle est très très fortement illustrée par le fameux slogan Safety First. Safety first, ça veut dire je peux sortir la sécurité du reste et puis m'en occuper, le mettre au-dessus de la pile. Enfin voilà, je lui donne un traitement particulier et après je fais le business. Bon, ça c'est pas comme ça que ça marche, évidemment. La vie fonctionne pas comme ça. La vie est un arbitrage permanent entre des exigences, des contraintes variées, différentes, en partie contradictoires. La gazelle, pour survivre, elle doit aller boire. Et puis au bord de la rivière, le lion l'attend. Voilà. Si elle dit safety first, elle meurt de soif. Donc ça ne marche pas. Et c'est pareil pour les entreprises, absolument pareil. Et donc ça pose cette question de l'arbitrage. Comment est-ce que, en rendant ces arbitrages, donc ces compromis entre la sécurité et le reste, on peut faire en sorte que ce qu'on prétend, c'est-à-dire la sécurité est très importante pour nous, est effectivement réalisé.
Donc, on a, à l'ICSI, développé une méthode de formation à l'arbitrage qui, finalement, cherche à donner à la sécurité une sorte de handicap positif, une discrimination positive, conformément aux prétentions et à l'affichage. Voilà, je pense que ces deux idées sont assez fortement ressorties du retour d'expérience qu'on a essayé de tirer de cette épreuve de la pandémie, vue du point de vue de la sécurité et de la gestion de la sécurité. Merci. Alors, on va peut-être analyser le résultat de vos réponses vos contributions à la question interactive. On voit une échappée assez forte de la dimension collective qui émerge en période d'incertain. Effectivement, le leadership n'est plus solitaire, mais doit être de plus en plus distribué et favoriser le collectif au plus près du terrain. La présence du terrain et du concret, où très souvent se délocalise la décision en période d'incertain, est importante, en particulier pour connecter les prises de décision avec la réalité des terrains dans ces périodes où tout change. Et puis on a d'autres items comme être crédible et exemplaire, donner à la sécurité la place qui lui revient dans les arbitrages, on vient d'y aller. Et on voit que créer la vision fait un tout petit score. Vous avez été extrêmement convaincant sur le fait que l'incertain gomme cette vision omnisciente du leader. Alors je vous propose de continuer avec une petite contribution à chacun d'entre vous. Si vous aviez une autre contribution, préconisation, conseil, piste pour mieux appréhender ou développer le leadership dans l'incertain, qu'est-ce que vous proposeriez? Je vais commencer peut-être par vous, Jean. Moi, je crois que je vais pratiquement reprendre les mots d'Olivier Sibony. Il faut qu'on réhabilite l'incertitude. Voilà, on vit avec, elle est irréductible et il faut absolument qu'on le reconnaisse d'abord et qu'on en fasse quelque chose, qu'on se donne des outils, des stratégies pour la maîtriser, mais tout en la reconnaissant. Et ce n'est pas du tout impossible. Si on réfléchit bien, nous sommes nous-mêmes en tant qu'espèce le résultat de 3 et quelques milliards d'années d'évolution dans l'incertitude absolue. Il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas d'anticipation, il n'y avait pas de projet, il n'y avait rien de tout ça, aucune capacité de prévision, d'anticipation, et on est quand même là. Donc il y a des mécanismes qui permettent de faire des choses tout en étant complètement immergé dans l'incertitude. Donc ces stratégies-là, qu'on a déjà un peu nommées, qui relèvent de ce qu'on appelle la résilience, ces stratégies qui copient un peu le vivant, par ailleurs. Donc regarde comment ça marche dans l'évolution darwinienne, et on constate quoi? Oui, il y a des invariants, il y a un mécanisme de reproduction pas à l'identique, qui fait des erreurs, qui crée de la diversité, sur la base de laquelle le mécanisme de sélection va trier, va prendre des caractéristiques qui sont survivables. Donc il faut s'inspirer de ça, il faut garder de la diversité, il faut garder de la graisse. On a tous de la graisse sur les muscles, on n'a pas que des muscles. Et pourquoi? Parce que ça peut être utile si l'hiver... Il y en a qui en ont plus que d'autres. Je suis un bon témoin de ça, mais voilà, donc ça sert si l'hiver est difficile, c'est utile. Donc en fait, le vivant est un système sous-optimisé, systématiquement sous-optimisé. Et voilà, ça s'oppose un petit peu violemment à la stratégie majoritaire dominante de nos industries, qui est, parce qu'on est dans un monde compétitif, de chercher l'optimisation, la performance maximum, etc. C'est contradictoire avec la résilience. Il y a une courbe d'échange, un compromis inéluctable entre l'efficacité, l'optimisation, l'adaptation optimale à une situation, à un contexte donné, et la capacité de se réadapter et de faire face à des surprises. Donc, compromis, efficacité, optimisation, résilience, ça, c'est inéluctable. Et ça, c'est un changement, je pense, de paradigme assez difficile à faire pour l'industrie, dans un monde compétitif, mais absolument nécessaire, indispensable, si on veut redonner à nos activités un peu de résilience. Merci. Patrice. Allez, rapidement, le maintien du lien social, je pense que c'est essentiel. Dans ces périodes de crise, si on n'arrive pas à maintenir ce lien social, qu'il soit formel ou informel, c'est une catastrophe, je pense. Et c'est vraiment le travail essentiel d'un manager dans une équipe au quotidien. Le deuxième, c'est la transparence. Je pense que on sait pas. Voilà. C'est-à-dire de vous dire où on en est,
dire les questions qui se posent sur ce qui va devenir et être transparent sur ça. Je pense qu'on est toujours attrapé par l'histoire quand on n'a pas cette transparence. Le dernier, c'est la présence terrain. Je pense qu'un leader en période d'incertitude, il doit être présent auprès de ses équipes. Quand on a redémarré l'activité en 22, on a eu pas mal d'accidents graves. Voilà. On s'est rendu compte qu'un certain nombre de collaborateurs avaient perdu conscience des risques, n'avaient plus les gestes experts, et on a beaucoup réinvesti sur une présence terrain, sur les safety minutes. On commence chaque réunion en parlant de questions de sécurité, sur les visites de sécurité. Voilà. Je pense que c'est essentiel, avec le maintien du lien social et la transparence, cette présence auprès des équipes pour garder cette confiance et ce collectif. Merci. Olivier? Je vais vous proposer un outil et une image. L'outil, c'est pour rebondir sur ce que disait Jean Pariès. Quand on parle d'incertitude, souvent on parle de probabilité. Et en fait, c'est bien de parler de probabilité, à condition de bien en parler. Quand on dit que quelque chose est très probable, est-ce que ça veut dire qu'il a 90% de chance de se produire, 70, 60? Alors quelquefois on dit oui, c'est pas grave, tout ça c'est probable. Mais en fait, c'est très grave. Par exemple, quand le GIEC fait des rapports, quand il dit qu'il est très probable qu'il y ait un changement climatique et très probable qu'on dépasse 1,5 degré, ben, comme c'est des scientifiques, ils se sont mis d'accord sur le niveau de probabilité auquel ça correspond avec des vrais chiffres. Pourquoi c'est important? D'abord parce qu'on peut comprendre des choses complètement différentes. Et il y a des accidents célèbres qui sont dus au fait que quelqu'un vous dit bah, ça c'est possible, il pense que ça a 40% de chance de se produire, et vous l'entendez, vous pensez que ça veut dire que ça a 5% de chance de se produire, et comme c'est un risque qu'on prend et que finalement il se matérialise, on se dit ah, on aurait mieux fait de mettre un chiffre sur ce truc-là. Complication d'ailleurs de ce phénomène, quand vous dites que pour réussir un projet, il faut que cette chose probable se produise et que cette autre chose probable se produise et que cette autre chose probable se produise, vous allez dire oui, c'est probable qu'on va réussir. Quand vous dites cette chose qui a 60% de chance de réussir et celle-ci qui a 70% de chance de réussir et celle-ci qui a 60% de chance de réussir, vous allez dire 0,6 fois 0,7 fois 0,6, ça ne fait pas beaucoup. Donc la probabilité que ces différents événements indépendants se matérialisent toutes, donc la probabilité de succès de mon projet, est en fait très faible. Probable fois probable fois probable, ça fait probable. 60% fois 60% fois 60%, ça fait à peu près 15%. Et ce n'est pas du tout la même chose de dire probable et de dire 15%. Donc, si on veut parler d'incertitude, il faut utiliser des chiffres. Il faut utiliser des probabilités, et il faut les utiliser bien. Pas avec des mots, ou alors avec des mots qui sont calés symétriquement sur des chiffres et qu'on est capable de combiner, mais tant qu'à faire, autant utiliser des chiffres. Il faut vraiment utiliser des probabilités. Je vois très peu de gens utiliser des probabilités, parler en chiffres. Parce que ce n'est pas confortable, parce que ça paraît un peu pédant de dire il y a 62% de chances que ce scénario se produise. Mais en fait, une probabilité subjective, donc inexacte par définition, est toujours plus utile que pas de probabilité du tout. Donc vous qui êtes des professionnels du risque, des professionnels de l'incertitude, je pense qu'une des choses dont vous pouvez être les pionniers dans vos organisations, et qui s'applique à tout, qui s'applique aussi bien à une décision stratégique, à une acquisition, à un investissement qu'à la gestion d'un risque de sécurité, c'est de ne pas hésiter à parler de probabilité et à utiliser les outils statistiques que vous connaissez pour essayer de quantifier aussi autant que possible ces probabilités. Ça, c'est l'outil. L'image sur laquelle je voudrais vous laisser, c'est une image du leadership qui n'a rien à voir avec celle des visionnaires dont on en parle tout le temps. C'est l'image d'Ulysse. Et d'Ulysse dans l'épisode des sirènes. Vous savez, Ulysse, il se dit on va arriver dans une zone de grande incertitude, très grande, puisque personne n'en est revenu de cette mer où chantent les sirènes. Et il veut écouter les sirènes. Et donc il va dire à son équipage, le sens du collectif, attachez-moi au mât, et quand je vous dirai de me détacher, serrez un tour de plus. N'obéissez pas à mes ordres. C'est-à-dire qu'en fait, il va créer une procédure de sécurité. Une procédure qui l'emporte sur l'ordre du chef, par convention express avant mise en place de la procédure, et qui fait en sorte que le bateau traverse sans encombre, et que Ulysse puisse entendre le chant des sirènes accessoirement, mais que le bateau traverse sans encombre cette zone de grande incertitude. En fait, c'est un modèle de leadership auquel on ne pense pas. On s'imagine que le leader, c'est celui qui est sur le pont, qui réagit au fur et à mesure, qui s'adapte, etc. Quelquefois, le bon leader, c'est aussi celui qui a l'humilité, c'était un des mots que vous avez mis en exergue, qui a l'humilité de dire on va rentrer dans une phase où je ne serai pas le bon commandant, et il vaut mieux qu'on soit
tous ensemble dans une procédure sur laquelle on s'est mis d'accord pour essayer de mener le bateau à bon port. Peut-être que quelquefois, quand on pense au leadership, on devrait se souvenir aussi du modèle d'Ulysse et pas seulement d'Elon Musk. Merci à vous trois pour vos contributions à ce débat. Je pense ont été appréciées. Nous avons un peu de temps pour profiter encore un petit peu de vous et notamment que le public puisse vous poser quelques questions. Ceux qui veulent poser des questions, levez la main. S'il vous plaît, présentez-vous avant de poser la question et soyez assez bref dans les questions. On va vous amener un micro pour que vous puissiez poser la question. Bonjour, Baroudi de l'INERIS. Effectivement, on gère tous par l'incertitude, que ce soit des techniciens que nous sommes, ingénieurs, techniciens, ressources humaines, on est tous dans des sciences, mais le juge, lui, enfin le juge du tribunal, lui, il ne sait pas tout ça. Lui, il dit ah ben, vous foutez de ma gueule, enfin, votre proba, etc. Voilà. Donc, on a quand même une obligation de moyens à un moment donné, de matérialisation des preuves et des procédures, malheureusement, parce qu'il y a le juge. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce principe ? Moi, je veux bien me sacrifier. Effectivement, c'est un obstacle clair et net à l'évolution de la vision de la gestion des risques de sécurité. Il y a une exigence sociale de contrôle total sur les industries à risque. Et on ne peut pas dire, dans ce cadre-là, nous ne sommes pas en contrôle total, il y a de l'incertitude, on ne comprend pas tout, et on s'est donné des moyens de faire au mieux possible dans ce domaine gris ou complètement incertain. C'est vrai. Mais je pense que devant un tribunal, on a des gens intelligents au tribunal et qu'on est capable de faire une démonstration de ce qu'on a fait, une explication de ce qu'on a fait, et que c'est pas une moins bonne défense que de dire je croyais tout contrôler et puis en fait je contrôlais rien. Bonjour. Non, juste un commentaire. Bon, le juge, ça peut être pour des contentieux avec des salariés, ça peut être aussi le procureur de la République. Moi, j'ai tendance à considérer qu'en ce qui concerne le contentieux avec les salariés, le fait de faire appel à un arbitre externe, c'est toujours un constat d'échec. Voilà. C'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'on arrive à traiter au sein de l'entreprise les différences. Donc, en ce qui nous concerne, on a mis en place un système de médiation. On a divisé par 2 les contentieux. On avait beaucoup de contentieux. C'était un des grands classiques de la maison. Voilà, on considère que le recours au juge, c'est quelque part l'échec de la capacité à échanger et à trouver une solution en interne sur les différences de point de vue qu'on peut avoir. Oui, bonjour, Olivier Terral, Enedis. Moi, j'avais une question pour vous sur la problématique de multifactoriel. C'est-à-dire que l'incertitude, on a parlé du Covid, mais finalement, le Covid finalement, était une crise. Après, on l'a géré tous un peu comme on a pu, mais qui était bien déterminé. Aujourd'hui, on est dans un environnement où on a des crises, finalement. Une crise d'approvisionnement, une crise des matières premières, une crise de recrutement, une crise... Et quelle est votre réaction finalement par rapport à ce côté multifactoriel ? Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est une phrase de Francis Blanche qui dit « Il vaut mieux penser le changement que changer le pansement ». Voilà. Ça fait un certain nombre d'années que je travaille. Plus j'avance dans le temps, plus je trouve que l'incertitude est un élément qui s'accélère et qui est présent. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins d'incertitude dans mon univers sur les questions d'opération de transport aérien. Par contre, j'ai une énorme incertitude qui est la dette que j'ai contractée. Donc l'incertitude est devenue financière. Et quand je regarde le moral de mes salariés, je vois bien que ça pèse fortement.
Puis j'ai aussi une crise qui est la transition écologique, sur laquelle le transport aérien est aussi quelque part exposé. Donc le phénomène de l'incertitude, il est permanent. Je pense qu'il ne fera que s'accélérer pour tout un ensemble de raisons. Par rapport à ça, je pense que c'est l'attitude qu'on doit avoir d'humilité, d'échange et de maintenir le collectif et de considérer qu'on ne peut pas tout maîtriser. Effectivement, je suis sûr qu'en janvier, je vais venir avec un projet et que ma boss va me dire « c'est prévu au budget ». Voilà, c'est un grand classique. Pour rebondir sur ce que vous dites, parmi les crises dont vous parlez, il y en a beaucoup qui ne sont en fait pas des incertitudes, qui sont des trucs qu'on voit venir avec une certitude totale. Alors on peut avoir une incertitude sur le timing, mais le fait que l'inflation allait arriver après qu'on avait déversé des tombereaux de milliards dans l'économie, c'était assez sûr. On ne savait pas combien de temps et avec quelle violence et où ça commencerait. Mais enfin, c'était assez sûr qu'il allait y avoir de l'inflation. Le fait qu'à un moment, et on ne sait pas quand, un certain nombre de vos clients, et on ne sait pas combien, vont trouver que c'est épouvantable de prendre l'avion, qu'il faut arrêter, que les gens qui le prennent sont des criminels, et qu'il faut aller poser des piquets à l'entrée des aéroports, comme on va se coller au tableau dans les musées, ça va arriver, je peux vous le dire, il n'y a pas d'incertitude. C'est même sûr, voilà, la preuve, c'est déjà arrivé. Le fait que vous alliez avoir des problèmes d'approvisionnement quand l'économie allait reprendre parce que les containers allaient être saturés, c'était assez sûr. Donc il y a une grande partie de ces crises qui ne sont en fait pas des incertitudes. Et tout ce qu'on dit sur l'incertitude ne doit pas nous faire oublier qu'une bonne prospective, une bonne prévision et une bonne planification, c'est quand même vachement utile. Hein. Les plans ne servent jamais à rien parce que rien ne se passe jamais comme prévu. Mais comme disait Eisenhower, les plans ne servent à rien, mais la planification, c'est indispensable. Parce que c'est ça qui nous permet de savoir ce qui va se produire, même si on ne sait pas quand et comment, et même si la riposte qu'on a prévue n'est pas la bonne, c'est quand même très important d'avoir anticipé les choses qui ne sont pas des signes noirs. Il n'y a pas que des signes noirs. Il y a des tas de signes blancs, et on se dit « Ah zut, il m'a mordu ». Mais c'était quand même un signe blanc, il était là, tu le savais, et tu pouvais éviter d'être mordu. Donc ne confondons pas toutes les crises avec des incertitudes. C'est ça que je voulais ajouter. J'ajouterais juste qu'on n'a pas besoin d'incertitude pour avoir des difficultés à décider. Il suffit d'avoir des paramètres contradictoires les uns avec les autres, même s'ils sont extrêmement certains. Il faut pouvoir faire le compromis acceptable entre tous ces paramètres. Et ça renvoie à la question de l'arbitrage que j'évoquais tout à l'heure. Je pense qu'autour de l'incertitude, il faut savoir se centrer sur les basiques. Moi, je le dis depuis des années. Venir au travail, on peut se permettre beaucoup de choses, mais on ne peut pas se permettre de mettre en cause l'intégrité physique des gens. Voilà, la sécurité du travail, voilà, c'est quelque chose qui est le basique. On peut avoir une incertitude sur ce qui va se passer, sur le comportement des passagers, sur le court courrier, mais il faut revenir au basique sur pourquoi on vient au travail, qu'est-ce qu'on peut en attendre, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Dans ces périodes-là, je crois que c'est essentiel. Bien, merci à tous. Les rencontres touchent à leur fin. J'espère que vous en repartirez avec des idées stimulantes. Ce matin, je crois que vous avez pu, avec la première conférence, bien voir qu'en matière de leadership sécurité, comme en matière de sécurité tout court, la sécurité ne peut pas être isolée du reste de la vie de l'entreprise et qu'on ne peut pas isoler la question du leadership en sécurité de la question plus globale du leadership et du modèle managérial. Vous avez eu tout un ensemble d'ateliers qui vous a permis de voir qu'on pouvait progresser en matière de leadership avec plein de modalités différentes, que ce n'était pas réservé à des gens qui naissent avec des qualités de leader. Et puis, je pense que cette dernière table ronde, notamment quand on re-questionne le leadership en sécurité à l'aune de l'incertitude, met en avant un nouveau modèle de leadership plus humble, plus distribué et collectif, plus réaliste aussi, qui affronte non pas la sécurité comme quelque chose au-dessus de tout, mais comme quelque chose qui doit faire l'objet d'arbitrage prudent. Bref, un modèle qui me semble plus adapté aux organisations actuelles plus décentralisées, aux besoins exprimés par les salariés, puis plus globalement des lignes de travail pour une meilleure culture de sécurité intégrée. Voilà, je voudrais encore une fois remercier les intervenants de la table ronde, ceux de ce matin. Je voudrais vous remercier tous pour votre présence cet après-midi. Bien sûr, remercier toute l'équipe de l'ICSI qui s'est donnée à fond pendant quelques mois pour vous proposer des ressources. Dounia et Clotilde qui ont coordonné, et puis une petite pensée particulière pour Estelle et Christelle.
Et puis, vous avez l'essentiel qui reprend des choses que nous avons discutées aujourd'hui et puis plein d'autres, notamment les premiers résultats du groupe de travail Leadership dans l'incertain, plein d'autres ressources sur le site de l'ICSI. N'hésitez pas à réagir, à nous envoyer des témoignages, des réactions, des désaccords. C'est comme ça que nous progressons grâce à notre communauté. Et puis, il me reste à vous dire encore une fois merci et à bientôt, peut-être l'année prochaine pour les 20 ans de l'ICSI. Bon retour, merci encore. Merci.